Alors, comme je vous aime beaucoup, tous dans la salle, là, certains plus que d'autres, mais je vous aime beaucoup, je suis très content de vous faire ce cadeau. Parce que la parole d'Action est rare, n'est-ce pas? On ne peut pas dire que ce soit une entreprise très bavarde. Et vous faites partie des quelques entreprises sur lesquelles il y a une asymétrie entre l'énormité du succès que vous rencontrez et la rareté de la parole, qui est une source de frustration pour tout le monde, effectivement. Et donc, on est particulièrement heureux de t'avoir avec nous. Le fait que tu aies accepté de venir, ce qui est une de tes premières prises de parole aussi dans un contexte aussi public, aussi large, je pense. Tu nous diras, est-ce que c'est aussi un signe d'une évolution chez Action? Est-ce que ça dit quelque chose? Mais avant ça, puis on va parler surtout de pourquoi ça marche tellement bien, qui est quand même assez bluffant. Donc dis-nous peut-être en quelques mots d'abord qui tu es, d'où tu viens, et ensuite tu nous diras quelques mots sur Action, parce que je pense qu'autant on connaît bien l'entreprise par sa visibilité, par son succès, enfin on a tous entendu évidemment parler d'Action, autant les cadres sup et les bobos parisiens, là je suis pas sûr qu'ils fréquentent beaucoup tes magasins, et finalement le décodage du modèle commercial mérite sans doute qu'on en dise une seconde. Mais d'abord toi, après l'entreprise, après le modèle commercial. Merci Cédric. Donc, bonjour tout le monde. Je suis Wouter de Bakker, DG Action France pour la filiale Action France. Alors, il est d'où ton accent là? Ouais, je suis belge, voilà. Donc désolé pour mon accent, mais j'espère qu'on va arriver à se comprendre. Je suis en France depuis 2018, mars 2018, donc depuis 4 ans. Avant, j'ai travaillé 1 an en Belgique, Luxembourg, aussi pour Action. Et avant ça, j'ai une expérience de 20 ans dans les supermarchés en Belgique. Et donc, ça fait un plaisir d'avoir pu joindre Action en 2017. Et puis, il y avait une opportunité interne d'évoluer vers la France. Et donc, voilà, étant donné l'aventure qui nous attendait, je n'ai pas regretté encore un moment de l'avoir joint, cette équipe-ci. Ça, j'imagine. En 2017, il devait pas y avoir. Il y avait combien de magasins en 2017 quand tu es arrivé? Ici en France, début 2018, on avait 335 magasins. Ouais. Et dans quelques semaines, on aura juste doublé le nombre de magasins. Donc, en ce moment, on est 665 qu'en France. Parce qu'Action, juste pour être clair, le groupe Action, c'est un groupe non alimentaire discount qui est partout en Europe. Enfin, partout. Pas encore, mais quand même déjà dans 10 pays. Dans l'Espagne est le dernier pays qu'on a rajouté. Et donc, la France est le premier marché au nombre de magasins, mais aussi au niveau nombre de chiffre d'affaires. Et donc, en total, le groupe, il a fait presque 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021, tout étant donné qu'il y avait encore des confinements ici et par là. Ça dépendait vraiment d'un pays à l'autre. Et donc, voilà, on a ouvert tout ensemble 267 magasins dans les 10 pays l'année dernière. Et donc, en France, ça faisait 94 magasins. Donc, on peut dire qu'en France, les dernières années, exclut l'année 2020 avec le premier confinement, on ouvre entre 80 et 100 magasins, en fait. Donc, ça existe encore? Des gens qui ouvrent 100 magasins par an? Exactement, du carrelage. Il n'y en a plus beaucoup, quand même. Alors, dis-nous un petit mot. Donc, modèle commercial, format, politique d'offre, de prix, etc. Oui, donc on est clairement dans le discount. Donc, notre proposition est claire. C'est le prix le plus bas pour un assortiment assez à découvrir. La chasse au trésor, c'est vraiment quelque chose qui se fait dans nos magasins. Pourquoi? En principe, notre assortiment existe de 6000 références, mais c'est un assortiment qui est évolutif, ce qui veut dire que chaque semaine, il y a entre 150 et 200 nouvelles références qui sont présentées en magasin, ce qui veut évidemment dire qu'il y a aussi d'autres références qui sortent du magasin. Et donc, le client, il est incité chaque fois aussi de venir découvrir tout l'assortiment parce que ça change presque tout le temps. Au niveau prix, quand on dit des meilleurs prix, je peux vous dire que le prix moyen chez Action, c'est de 2 €. C'est prix de vente, bien évidemment. Ce qui vous donne déjà une idée de quoi on parle. Donc, comme vous pouvez voir, je pense sur le slide, partout en Europe, chaque semaine, on a 12 millions de clients qui visitent physiquement nos magasins et 8 millions de clients qui visitent notre site web. Okay. Et ça vend quoi, Action, comme catégorie de produits? Ben, c'est ça la magie aussi, j'ose dire, du concept. Donc, les 6000 références, ils sont réparties sur 14 catégories de produits. Ça peut aller de décoration, mais aussi de multimédia. Ça peut être de l'auto, des animaux, du sport, du fashion, du bureau, et ce genre de produits, hygiène par exemple. Donc, à chaque moment dans l'année, il y a toujours quelque chose qui intéresse les clients.
étant donné encore l'évolution de l'assortiment. Mais sur la partie plus stable de l'assortiment, j'imagine qu'il y a quand même des unités de besoin qui sont couvertes en permanence. Oui. C'est quoi les scénarios finalement un supermarché, on voit bien le scénario. Du quick commerce, on voit bien le scénario. Les bazars discount type les Jiffy, Foire Fouille, etc. On voit bien le scénario. Toi, c'est quoi les scénarios de visite par ton client? Les gens viennent toutes les semaines, ils rachètent un peu toujours la même chose et par ailleurs ils se laissent tenter par quelques références supplémentaires. C'est ce qu'on va trouver chez Lidl, par exemple, le même type de scénario. Ou c'est je viens m'exposer à la tentation, je ne sais pas très bien ce que je vais acheter à l'avance. Ça marche comment? Je dirais que c'est un peu le cumul de tout ce que tu dis là, Cédric, parce que je me souviens encore bien, c'est pas si longtemps, qu'on a eu des confinements ou des semi-confinements, si j'ose dire comme ça. Ça a été décidé quand même qu'on avait pas mal de produits essentiels, plus ou moins 60% de notre assortiment, ce qui veut dire des produits de nettoyage, de ménage par exemple. Ce genre de produits, les clients, au lieu de payer beaucoup plus que chez nous, ils viennent les chercher chez nous. Et ça, c'est vraiment les besoins au quotidien. Une fois dans le magasin, il est clair qu'ils achètent aussi autre chose. Je vois par exemple pas mal d'enfants qui n'aiment pas toujours faire les courses avec maman et papa, mais chez nous, je vois beaucoup de sourires parce qu'en fait, acheter un truc pour les amuser, ça coûte moins cher chez nous qu'aller au cinéma. Donc ça veut dire que souvent, tu vas avoir sur une zone commerciale, parce que souvent, vous êtes sur le parking d'un hyper ou d'un gros super, enfin vous êtes évidemment Être dans des ensemble, sacs, c'est toujours mieux. Bien sûr. Et donc souvent, ça veut dire que les gens vont venir d'abord chez toi, ils achètent ce qui leur convient, ce qu'ils trouvent, parce que la gamme est courte, donc ils ne trouvent pas tout non plus. Et ensuite, ils vont chez Leclerc ou chez Carouf à côté, chez Centracor ou chez Jiffy. Dans le monde idéal, je dirais que ça fonctionne comme ça. Bien sûr, le client, c'est toujours lui ou elle qui fait le choix. Mais quand je vois qu'on a été élu entre-temps comme troisième enseigne préférée des Français, moi, je pense que les gens sont satisfaits avec ce qu'on propose et ils s'y retrouvent en fait, en tout cas. Donc je vais te reposer la question, mais je pense que c'est vraiment important pour bien comprendre, entre la partie où tu réponds à des besoins, c'est-à-dire je sais que j'ai besoin d'acheter des produits d'hygiène, j'ai besoin de racheter, voilà. Donc la réponse aux besoins d'un côté, et là, je m'expose à la tentation, tiens, j'avais pas prévu, il y a un truc qui me donne envie et c'est tellement pas cher que je me fais plaisir pour pas grand-chose. Entre le besoin et l'envie, honnêtement, c'est très difficile de répondre à ta question. C'est pas que je veux pas, c'est juste, ça dépend vraiment d'un client à l'autre, d'une journée à l'autre. Parce que les besoins de tout et chacun, ce qui sont des besoins vraiment basic pour moi, ne se sont peut-être pas pour toi, ou l'inverse, ou pas aujourd'hui, mais peut-être dans quelques mois, oui. Il y a par exemple des étudiants qui vont aller dans les chambres. À ce moment-là, on voit qu'on vend pas mal de ce genre de produits qui sont utilisés pour équiper un peu les chambres. À un autre moment, s'il y a la rentrée des classes, il y a des besoins qui sont différents dans les ménages, par exemple, qu'à un autre moment dans l'année. Quand il fait très beau, on vend beaucoup de piscines, par exemple. Donc c'est vraiment ce cumul de tout ça qui fait que le client revient, ce qui est aussi spécial, peut-être je dois encore préciser ça. Donc les 150, 200 nouvelles références qui se trouvent en magasin chaque semaine, ils sont répartis aussi dans les différentes catégories. Donc chaque catégorie doit faire le job et le client, il ou elle, va donc découvrir aussi le magasin. Donc c'est entre 800 et 1200 mètres carrés, c'est pas un hyper non plus, donc c'est faisable. Et donc on présente par exemple pas tous les nouveaux produits à l'entrée du magasin, parce qu'on veut que le client... Ce qui est une différence avec les Lidl, Aldi ou Costco, par exemple, dans lequel la chasse au trésor chez eux est essentiellement sur le non-al. C'est-à-dire qu'ils ont plutôt une gamme permanente sur l'alimentaire, avec finalement relativement peu d'OP. Donc toi, les OP, les offres spéciales, les in-and-out, les nouvelles références sont réparties partout. En fait. Exactement. Ils sont répartis sur chaque département. Et bien évidemment, on tient compte de la saisonnalité. En été, on a besoin d'autres choses. Qu'au moment en hiver il fait mauvais, les gens sont en interne, c'est beaucoup plus la décoration, habiller la maison. Bon alors, la vraie question que tout le monde se pose, évidemment, quand tu arrives chez Action et que tu regardes les produits et les prix, tu te grattes la tête et tu dis, mais comment vous faites pour gagner de l'argent avec des prix aussi bas ? Avant de donner quelques arguments pour ça, je poserai une autre question. Pourquoi les autres sont beaucoup plus chers Pourquoi ils ont besoin de vendre plus cher ? Oui, exactement. Ça, c'est aussi une question qu'on peut se poser. Donc, je pense que le vrai, et ce n'est pas un secret, c'est juste une façon de vivre et de gérer l'entreprise. C'est vraiment dans l'ADN Action de vraiment maîtriser les coûts. Mais il y a plusieurs éléments. Comme on a dit, il y a plus de 2000 magasins en Europe.
ça donne quand même un pouvoir de négo aussi pour avoir des produits. Maintenant, vous êtes devenu grand, mais un jour, vous avez été petit. Oui, mais il faut commencer quelque part, être fort, aussi créer des partenariats avec des fournisseurs. On a pas mal de fournisseurs qui étaient tout petits aussi au tout début, mais qui ont vu le concept et qui ont grandi ensemble avec nous dans le concept, ce qui nous arrange aussi en ce moment. Hein. On sait tous que ce n'est pas toujours évident d'avoir le sourcing partout. Si on a un vrai bon partenariat pendant de longues années, le groupe existera 30 ans l'année prochaine. Donc, ça vaut quand même quelque chose aussi dans les moments où c'est peut-être plus compliqué. Tu me disais que vous ne faites pas énormément de sourcing lointain direct. Vous en faites, mais ce n'est pas le modèle dominant. Non, on travaille surtout ensemble avec des partenaires qui ont cette connaissance, qui peuvent aussi maîtriser une partie de la logistique pour nous. Parce que plus dans le non-food que dans le food, je dirais gérer les stocks, ouais, c'est hyper clé, bien évidemment, pour gérer les coûts également. Si on a des experts, des partenaires qui font ça très bien, pourquoi vous... Donc, tu n'as pas une trading de 200 ou 300 personnes à Taïwan ou à Hong Kong on fait partiellement, mais disons que c'est 10% de l'assortiment qu'on fait nous-mêmes. D'accord. Ouais. C'est un petit peu contre-intuitif. Hein. On ne s'attend pas forcément à ça comme modèle non plus. Et donc tu avais commencé à nous parler des coûts et de la culture. Il y a les 2000 magasins. Il y a aussi l'assortiment qui est variable, comme j'ai dit. Donc, ça nous permet aussi, d'un moment donné, il ne faut pas avoir le stress. L'acheteur chez nous ne doit pas avoir le stress de dire je vais plus avoir ce produit. Maintenant, je dois quand même négocier à l'obtenir. Non, on laisse tomber ce produit-là et on peut présenter un autre. Parce qu'on veut, à tout prix, on veut avoir la meilleure proposition dans le marché. À côté de ça, il y a aussi l'emplacement de nos magasins, par exemple. Donc, comme tu as dit en introduction, on ose mettre des magasins au bout d'une zone dans la périphérique parce qu'on a l'expérience entre-temps, les clients, ils viennent chez nous. Donc, on peut se permettre d'épargner un peu d'argent là-bas. Il y a par exemple aussi pas de musique dans nos magasins. On ne fait pas. On fait aussi peu de pub parce que la pub, c'est plutôt fait par nos clients, si j'ose dire, nos fans, parce que les influenceuses ou les autres, on ne paye pas ces gens. C'est juste, ils sont tellement inspirés par les produits que ça se discute. Moi, j'ai acheté ça. Est-ce que vous êtes content, etc. On le met en avant. Ce qui nous met aussi une certaine pression de jouer le jeu correctement, sinon on ne va pas y arriver. Et comme je disais, je pense que la raison la plus importante, c'est vraiment dans l'ADN de, à chaque moment, bien maîtriser les coûts. Si nous, on va en hôtel, on ne va pas payer les hôtels les plus chers, on va pour 85 € et c'est bien faisable. Et ça joue pour tout le monde, aussi pour la DG Group, par exemple. On va respecter tout ça. Il y a une chose que tu disais, c'était intéressant sur la capacité à switcher d'une référence ou d'un fournisseur à un autre, parce qu'on a comme représentation peut-être un peu simpliste, mais qui est quand même assez souvent vrai, de dire que plus tu es dans la distribution, pour reprendre la terminologie de Jean-François et non pas dans le commerce, plus tu es dans la recherche d'optimisation des coûts, donc dans le process, la massification, l'industrialisation en quelque sorte du métier, plus ça met de la rigidité quand même. Et en même temps, quand on t'écoute, on a une sensation, vous le découvrirez à propos d'autres sujets qu'on abordera après, d'une boîte qui est restée assez agile finalement. Oui, j'ose dire on est très agile parce qu'à chaque moment, on peut avoir des opportunités aussi dans le marché. Si les collègues acheteurs ils peuvent retrouver une offre vraiment intéressante, l'acheteur chez nous, il a le mandat de signer pour pas mal d'argent et de décider à ce moment-là. Il ne doit pas y attendre 2 semaines pour passer devant une commission qui doit valider, etc. Non, les gars, ils ont ce mandat, et donc ça fait avancer. Ouais. Par contre, là où il n'y a aucune flexibilité, je dirais, c'est sur le concept. C'est les prix les moins chers pour des produits de bonne qualité avec un assortiment qui est variable. Ça, on ne va jamais toucher parce que c'est un concept qui fonctionne. Ce serait très dommage d'y toucher. Et donc, vous comprenez, si on rajoute chaque année des milliers de nouveaux collègues dans l'entreprise, en total, on a quand même 65 000. En France, on est 14 000. Ouais, chacun qui joint une entreprise, il a toujours envie d'ajouter quelque chose et de mettre quelque chose en question. Et plein de choses, on peut voir, mais d'autres choses, on dit, mais non, ça, on ne touche pas parce que ça touche le modèle et ça, on ne va jamais accepter. Et moi, je te le disais, quand j'entends Wouter parler de ça, ça me fait penser à Gary Swindles, je ne sais pas si vous connaissez, qui est le patron de Costco. Il dit la même chose finalement. Il dit, moi, mon concept, alors bien sûr, on l'améliore sans cesse, et en même temps, fondamentalement, il n'a pas changé depuis 20 ans. Parce que, et donc, tu disais, un de tes jobs, c'est de dire non. En effet, c'est ça, sans démotiver des gens, bien évidemment, parce que le but, c'est quand même d'avoir cet engagement. Et ça, je pense, c'est l'enjeu. Maintenant, je connais peu de gens qui n'ont pas envie de rejoindre une équipe gagnante, qui est en plein développement,
Parce qu'ouvrir entre 80 et 100 magasins en France chaque année, il est clair que ça offre aussi beaucoup d'opportunités d'évolution interne qui motivent pas mal de nos gens aussi. Donc, mais tu me disais, j'ai bien aimé la façon dont tu le racontais tout à l'heure. Tu disais, j'embauche 1000 ou 2000 personnes par an. Ils ont tous au moins 2 ou 3 idées de choses qu'il faudrait changer. Si je les écoutais, ça ferait 5000 nouvelles idées par an. Oui, c'est très bien, mais on va quand même cadrer tout ça. Sinon, c'est un risque. Moi, je dis toujours, chaque matin, on a une vue sur le chiffre d'affaires, sur les frais, sur la gestion. Mais garder la culture d'entreprise et l'évolution de la culture d'entreprise, oui, on peut faire tous les 2 ans une enquête en interne pour voir est-ce que les collègues sont engagés, où est-ce qu'on se trouve, où est-ce qu'on va. Mais 2 ans dans une boîte qui engage des milliers de gens, c'est peut-être pas assez vite non plus. Et donc, rester dans la proximité avec nos équipes, ça, c'est vraiment clé. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'on ne se donne pas toujours le temps de communiquer beaucoup, parce qu'on est souvent sur le terrain, les pieds dans les magasins, sur le carrelage. C'est là que ça se passe en proximité avec eux. Et finalement, quand on regarde le modèle d'action, qu'on se dit qu'est-ce que ces gens ont compris que les autres n'ont pas compris, quoi, pour être capable d'avoir un succès aussi incroyable, qu'on essaie de trouver les éléments d'innovation qu'il y a chez Action. Ben, c'est pas si facile. Enfin, qu'est-ce qu'il y a d'innovant chez Action? J'en sais rien. Ce que tu racontes là, c'est les bases du discount depuis toujours. Et vous faites le métier de manière excellente, mais finalement, c'est un modèle qui est assez simple, au moins à raconter, parce qu'à exécuter, c'est une autre affaire. Je ne sais pas si c'est innovant, Action. Moi, je pense que, comme moi, je peux voir, en ayant travaillé 20 ans dans des supermarchés un peu plus middle class ou high class, c'est quand même la rigueur, quelque part, si je peux dire comme ça, des Hollandais. Quand même, le groupe a été fondé aux Pays-Bas. Et cette rigueur pour dire non à certains moments et de garder le cap très clair dans la bonne direction et de ne pas laisser tenter par des « oui, mais la culture est un peu différente en Italie ou en France ou en Belgique » ou non. Oui, bien évidemment, on va toujours être compliant, on va toujours prendre en compte la culture qui peut être différente, mais le concept en soi, garder ça en tête, ça je pense... Tu confirmes que les Hollandais, ils sont des fois un peu rigides? Bon, j'ose dire comme ça. Mais au moins, c'est clair. Ça, c'est dans le leadership, par exemple, les règles, il est toujours clair chez nous qui est responsable pourquoi. Il ne faut pas se plaindre de ce qu'un autre doit faire. On va surtout regarder qu'est-ce que moi j'ai en main, qu'est-ce que moi je peux influencer. On va y revenir à ça, parce que ça m'intéresse d'avoir ta lecture sur puisque toi, tu es belge, donc tu es entre les deux mondes. Je suis entre les deux. Donc ça sera intéressant d'avoir ta lecture entre le modèle néerlandais et le modèle latin en termes de management, parce qu'il y a deux, trois différences, effectivement. Il y a une chose qui est frappante, c'est que tu disais Action, ça existe depuis longtemps, finalement. Ouais, 30 ans, c'est long et pas long. Voilà, c'est comme Diamart, d'ailleurs, c'est 30 ans voilà. Cette année. Voilà. Mais l'accélération spectaculaire, elle est relativement récente. Ça fait une dizaine d'années, une petite dizaine d'années que le groupe a vraiment eu un effet de démultiplication. Enfin, c'est une asymptote. Non, pardon, c'est exponentiel, justement. Non, c'est aussi qu'en 2011, qu'en 2011 l'entreprise a été rachetée par un fonds d'investissement Troisi d'Angleterre, Capital. Et donc, eux, ils sont venus aussi avec la vision. Et déjà, depuis 2011, alors un partenaire sur le long terme aussi pour nous aider à développer, à mettre les moyens aussi, parce que ça va très vite. Et alors, justement, ça va très vite. Donc, qu'est-ce qui fait que dans votre modèle, vous avez réussi à avoir une logique d'hypercroissance, à maîtriser en fait l'hypercroissance? Ça ressemble un peu cette histoire à ce qu'on voit plus dans le e-commerce. Enfin, il y avait des modèles comme ça il y a 20 ans. On savait fabriquer du mètre carré à la chaîne. Enfin, il y en avait quelques-uns dans le retail, mais ça fait longtemps qu'on n'a plus ça, en tout cas en France. Pour gérer de l'hypercroissance dans le commerce physique, qu'est-ce qui fait que c'est possible? La scalabilité du modèle, c'est quoi les prérequis? Qu'est-ce qui fait que vous arrivez comme ça à déployer aussi massivement, aussi vite? Je pensais surtout que c'est dans notre vision, dans la stratégie de continuer cette expansion, ce qui fait qu'il faut être en amont pour avoir la bonne organisation en place. Il faut engager des gens plus en amont si on veut ouvrir un nouveau pays à un moment donné. Dans le passé, je dirais, on allait engager quelqu'un au moment qu'on avait déjà ouvert le premier magasin dans le pays. C'est beaucoup plus dur. Maintenant, on le fait en amont. On met des structures en place justement pour aller vite. Aussi, pour décider, par exemple, d'ouvrir un nouveau magasin, il y a un processus qui est assez clair. Donc, sur 2-3 minutes, si nous, on a bien fait dans le pays la préparation,
je pense, que ce qu'on fait. C'est présenté au niveau direction en groupe. Sur 2 minutes, le projet est décidé et X semaines plus tard, le magasin est ouvert. Donc, il nous faut juste 8 semaines il faut d'abord trouver des gens, 8 semaines former les gens. Entre-temps, le chef de projet, il est sur le magasin pour ouvrir ça. Et donc, ça va vraiment vite. Donc, on retrouve cette idée que j'évoquais tout à l'heure, à la fois d'un modèle très industrialisé et en même temps très agile. Discipliné et agile et agile en même temps. Exactement. Ouais. Exact. Puisqu'on parle de l'humain, puisqu'à la fin c'est toujours à ça qu'on revient, une chose qui m'a frappé, moi il se trouve que le hasard veut qu'on a, Diamart, on a participé, je t'avais dit, à une petite enquête demandée par les Pays-Bas. Je ne connaissais pas Wouter à cette époque-là, donc on a fait le terrain d'une petite enquête commandée par le siège sur du climat social en fait. Donc on a interviewé des employés pour savoir est-ce qu'ils étaient heureux. Et moi, autant vous dire que entreprise, discount, les gens doivent quand même pas être payés très cher, j'imagine, avec des jobs dans lesquels le niveau de valeur ajoutée est ce qu'il est, etc. Donc je m'attendais forcément à avoir du lumpen prolétariat exploité et des gens qui travaillent parce qu'ils ont besoin de manger. Et alors pas du tout. Les gens, j'ai trouvé des employés heureux, qui se sentaient reconnus, qui aimaient leur entreprise et qui étaient motivés. Alors ça m'a un peu bluffé, ça, quand même. Oui, je pense que c'est aussi quelque chose que moi j'ai découvert en rentrant dans le discount, en étant dans les super avant. Et c'est un raccourci qui a fait assez trop facilement, je dirais, discount dans les prix, ça veut dire discount dans les gens. Non, exactement, c'est l'opposé, je dirais. Il faut bien investir dans les gens, il faut avoir des employés engagés. On doit gérer ces magasins, surtout, et des services support, bien évidemment. Et comme je disais, ça dépend un peu du département. Dans les achats, je peux vous dire, un nouveau acheteur chez Action, pendant 2 ans, il ne peut pas acheter il peut pas acheter. Il peut suivre, il doit apprendre, il doit voir comment... Mais après les 2 ans, quelque part, bien évidemment, si tout va bien, il a son mandat pour y aller. Aussi dans les supermarchés, dans les magasins, l'accueil est assez clair. Quand on ouvre tellement de magasins, le processus d'accueillir des nouveaux collègues, on a quand même un peu d'expérience avec ça les dernières années. Ça aide aussi à rester dans cette proximité et aussi avec des responsables régionaux, des chefs de vente, etc. Et c'est cette proximité, je pense, qui fait que tout et chacun se sont responsables aussi pour le succès. Et donc, c'est ça qui fait que les gens sont vraiment engagés. C'est ce qu'on voit aussi dans nos enquêtes qu'on lance. Donc le process est totalement industrialisé, mais le management est un management humain et de proximité. Oui, exactement ça. C'est surtout dans la proximité, j'ose dire aussi avec nos partenaires sociaux, par exemple. On a une relation très constructive et ouverte, un dialogue ouvert sur le long terme, pas juste on est en train de construire une entreprise. Il y a encore beaucoup de magasins qui vont venir, donc à nous de mettre bien les bases en fait et de construire tout ça ensemble. Et ça, les gens sentent aussi que ça se fait comme ça. Et pour terminer, peut-être, puis ensuite on prendra quelques questions dans la salle. Donc tu le disais, enfin, on parlait de la différence entre le modèle néerlandais et le modèle latin dans la façon d'envisager l'organisation, le rapport hiérarchique, pas hiérarchique, etc. Donc vous êtes un modèle assez hiérarchique, le niveau de centralisation est assez fort, enfin, la décision elle est en haut, puis ça descend vers le bas. Bon. Mais au-delà de ça, tu disais que malgré tout, les partages des rôles, les fonctionnements, les rapports de pouvoir, etc., étaient très différents de ce qu'on peut avoir dans une entreprise latine. Moi, je dirais que c'est plutôt au niveau communication que ça peut générer les plus gros écarts quelque part. En tout cas, c'est ce que moi j'ai vu en étant belge entre les deux mondes. Je donne juste un exemple, les partenaires sociaux, les Hollandais, ils n'ont pas trop d'expérience de ça. Donc, au début, ils ont un peu le sentiment, mais tiens, ça prend plus de temps, pourquoi ça n'avance pas assez vite chez vous? Et puis, il faut expliquer. Je pense, entre-temps, on a bien compris comment ça fonctionne. Et ça mérite aussi d'avoir cette reconnaissance et de s'implanter et de devenir de plus en plus, quelque part, une société française, mais toujours avec cette rigueur et ces valeurs qu'on a en place. Et je pense aussi que les gens qui travaillent chez nous, ce n'est pas si franco-français comme on peut trouver par ailleurs. Et ce n'est pas bon ou mauvais, c'est juste ça, c'est Action. Et les gens s'y retrouvent aussi, ils aiment aussi ce genre de contact, ce genre de communication qui est assez direct, toujours dans le respect, ce qui est aussi une de nos valeurs. Mais au moins, il est clair ce qu'il est attendu et comment faire. Et donc, on ne tourne pas autour du pot, comme on dit, mais c'est straightforward.
Et une des choses que tu me disais aussi, que tu évoquais tout à l'heure, tu l'as esquissé tout à l'heure, c'est que dans le fonctionnement de l'entreprise, alors pas tellement vis-à-vis des magasins, plus dans les services au siège, tu disais chacun fait son boulot. Exactement ça. Ça c'est aussi le discount. On n'épargne pas sur nos gens, mais je peux vous dire qu'on n'a pas de rôle dont on n'a pas besoin. Oui, on va investir dans le futur, donc on va remplir notre pipeline, notre talent pipeline pour le futur, mais on n'a pas des gens qu'on dit, mais à la fin de la journée, mais qu'est-ce qu'il ou elle a fait? Non, ces rôles n'existent pas. Ouais, et tu disais, du coup, on a des définitions de périmètre de chacun de responsabilité qui sont très claires. On ne va pas aller chercher à faire le job du gars d'à côté. Alors que dans nos entreprises là-dessus, on est quand même très habitué à passer beaucoup de temps à critiquer le boulot du mec à côté. Hein. C'est quand même parti dire les gens du marketing qui parlent des gens des produits, qui parlent des gens des magasins, du machin. Enfin, on connaît tout ça par cœur. Ça, c'est pas chez vous. Et ça fait partie aussi de notre culture d'aussi d'en parler, de ne pas laisser glisser ça dans le quotidien, mais de dire mais le comportement que tu as fait là. Ça, c'est pas nous. Donc, il faut qu'on rectifie. Donc, ce genre de débat, on a assez au quotidien, je dirais. Et c'est comme ça qu'on le garde. Ah, quand même, d'accord. Ouais. Vous vous chamaillez aussi quand même, ça me rassure. Vous êtes humain. Ah, bah, bien sûr. Heureusement que le retail reste surtout humain. Ok, merci. C'est passionnant, cette entreprise. On prend quelques questions. Bonjour, Olivier Dauvert. J'ai 4 petites questions. Une question de registre stratégique. Vous aviez tenté le click and collect dans 4 magasins, je crois. Vous l'avez arrêté. Je crois d'ailleurs qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'arrêt. C'était le 19 mai l'année dernière, si je suis bien informé. Voilà. Donc ça, pourquoi? Et est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt pour ce canal-là chez vous? Deuxième question, une question commerciale. Comme vous déposez vos comptes, le chiffre d'affaires n'est pas secret. Vous aviez fait 2 milliards en 2020. Année compliquée. 2021, vous avez aussi une année compliquée. 2022 sera la première année complète, finalement, sans fermeture de magasin. Enfin, je vous le souhaite. Est-ce que 2,5 milliards, c'est quelque chose qui est jouable sur l'année 2022 pour Action? Une question un peu coulisse. Vous avez combien de jours de stock chez vous? Tellement la rotation est à la base de ce modèle-là. Et une question anecdotique. Tous les employés chez Action ont une oreillette, mais qu'est-ce qu'ils écoutent dans l'oreillette toute la sainte journée? C'est moi qui parle. Alors, la première question donc, sur le e-commerce. Donc, en effet, pendant les confinements, on a instauré vite fait, j'ose dire, le click and collect, ce qui était compliqué pour nous. Pour aller si vite, il n'y avait pas de système chez nous pour faire payer le client avant qu'il vienne chercher la marchandise en magasin. Ce n'est pas un secret, je pense qu'en France, on avait vu un peu moins de discipline pour alors aussi finalement venir chercher les produits. C'est pour ça qu'on a arrêté et on a aussi vu après les confinements que les clients faisaient vraiment la file devant les magasins parce qu'ils préfèrent quand même découvrir, fouiller un peu dans les rayons. Ça, c'est clair chez nous. C'est la bonne nouvelle pour nous parce que notre modèle consiste surtout sur des magasins physiques. Par contre, je peux vous dire qu'en ce moment, aux Pays-Bas, depuis quelques mois déjà, on a un test qui est en cours avec du e-commerce où on fait une quinzaine, vingtaine de produits. Pas de 2 euros, parce que, soyons honnêtes aussi, pour rentabiliser un e-commerce sur 2 euros, ça va, et si ce n'est pas rentable, on n'a pas envie de le faire non plus. Mais c'est des produits avec les meilleurs prix, mais plutôt des prix de 20 euros, 25, ça peut être 100 euros. Meilleur prix dans le marché toujours, mais donc on peut gagner sa vie. Ça ne marche pas, plutôt pas mal. Mais on n'est pas un cœur prêt, on n'a pas un cœur pris la décision de faire un rollout dans les autres pays. Et ce n'est pas un miroir du magasin, tu utilises la caution de l'enseigne et son savoir-faire, mais pour vendre autre chose que oui, ce que tu vends dans le magasin. Oui, c'est que 15 ou 20 produits par semaine, donc ce n'est pas les 6 000 qu'on a en magasin. Et pour le chiffre d'affaires, désolé, je ne peux pas donner des chiffres sur la France, mais moi je pense qu'on devrait dépasser déjà ça. Il y avait une question sur les... Oui, sur le nombre de stocks. C'est une question, pas que je ne veux pas répondre, ce qui est compliqué pour nous. Pourquoi? On est maintenant, dans tout le groupe Action, on a 11 centres de distribution, desquels on en a 4 pour le moment, 5e qui arrive en France fin de cette année-ci. Et donc, ce qui joue, c'est des articles qui se vendent bien dans un pays, ça s'est vendu dans ce pays. Supposons qu'il y a des produits pour une raison ou une autre, ça ne marche pas parce que le climat est différent, parce que le client n'aime pas ou autre. Alors, on fait bouger ça, en fait, dans tout le réseau. C'est ça qui fait que c'est assez compliqué à répondre à cette question, mais j'ose dire que la plupart de nos articles, il y a une bonne... Moi, je dis toujours qu'on a plutôt un supermarché dans le non-food, et si des produits saisonniers, par exemple, ne sont pas vendus, on les retourne en centre de distribution fin de la saison, et ça revient l'année prochaine. Et l'oreillette?
Et l'oreillette, oui, bien évidemment, désolé que j'avais oublié. Non, donc l'oreillette, en fait, c'est quelque chose qu'on a mis en place pour éviter que des collègues qui sont travaillés partout dans le magasin, qui doivent aller chercher le responsable ou l'adjointe responsable pour avoir des infos. Donc, ils peuvent maintenant passer une info prix. Ça peut être une info, le camion est arrivé, quelques collègues sont demandés pour aller à l'externe, etc. Donc, c'est juste plutôt pratique pour éviter que les gens doivent courir partout dans le magasin. Ils font déjà assez de kilomètres. C'est déjà assez sportif chez nous. C'est une anecdote qui est intéressante parce que ça veut dire que ça coûte cher quand même d'équiper en oreillette tout le monde. Oui, mais faire courir les gens, il y a aussi ça dans le discount. Si on dit on veut tenir compte et bien soigner nos gens, il faut aussi éviter qu'ils ne doivent pas parcourir le magasin tout le temps. C'est aussi qualité de vie sur le lieu de travail, je dirais. C'est une belle anecdote qui montre que c'est pas que du pipeau ce que tu racontes sur la culture RH et managériale de l'entreprise. Oui. Jean-Marc Boré, Agrodéveloppement. Petite question. Alors, Agrodéveloppement regroupe des entreprises PME et ETI dans le food. Vous avez une petite gamme justement dans le food, plutôt de l'épicerie. Quel est le rôle de cette gamme-là? Est-ce qu'elle est amenée à évoluer? Et est-ce qu'il y aurait la place pour des marques françaises, plutôt de PME, enfin pas des A-brand, mais plutôt des marques secondaires sur cet assortiment? Comme j'ai dit au début, il y a 14 catégories de produits et chacune de ces catégories joue son rôle. Comme vous avez tous, il y a des gens, enfin des clients qui tournent dans le magasin de food. C'est vraiment quelque chose au quotidien. Donc on vend pas mal de Coca-Cola par exemple, on vend pas mal de marques de sneakers. Donc oui, il y a aussi des marques A par exemple chez nous, pas mal. Et donc oui, il y a la place. Est-ce que c'est une catégorie qui va évoluer et qui à un moment donné devrait faire 50% du chiffre d'affaires? Non, en principe non. On ne sait jamais dans le futur, mais ça c'est pas dans la stratégie. La stratégie c'est les 14 catégories qui bougent et qui jouent leur rôle à chaque moment différent. Et s'il y a des produits français, oui, on est toujours preneur, étant donné qu'il y a assez de volume pour au moins avoir ça sur le marché français, par exemple, pour les 660 magasins. Sinon, au niveau logistique, ça deviendrait trop compliqué. Et donc, ce qui dit compliqué, qui dit ajouter des coûts, et ça, on veut éviter. Mais donc, ce n'est pas le cas que tous les produits. Donc, disons que pour Action, dans les 10 pays différents, il y a entre 90 et 95% max d'assortiment qui est exactement le même. Mais donc, il y a toujours une souplesse. Et oui, aussi intéressant d'avoir des produits français dans les magasins. Il faut juste avoir assez de quantité et les meilleurs prix, bien évidemment. D'autres questions? Une dernière question peut-être avant de conclure. Bonjour, Juan Torralbo, groupe Carrefour. Moi j'ai une question assez philosophique. Moi je pense que le succès d'Action est parce que vous êtes un concept dans l'air du temps. Donc c'est très complexe, hein. C'est le Covid, la conjoncture, etc. Comment Action compte rester dans l'air du temps d'ici à 3, 5, 7 ans? Je pense rester fidèle à notre concept, ce qu'on fait déjà depuis 30 ans. Et donc, on a connu des périodes de crise, mais aussi des périodes qui étaient plus favorables, disons. Donc, je suis convaincu qu'on a une partie de nos clientèles qui n'ont pas le choix que de venir faire les courses chez nous pour les prix bas. D'autre côté, je peux vous convaincre, et ça se voit déjà plus dans les pays plus matures que la France, que des clients qui ont découvert les prix bas, qui continuent aussi à venir chez nous parce qu'ils détestent de payer plus finalement pour le même produit. Et donc ça, je pense, c'est le secret de rester fidèle à notre concept et de convaincre les gens que c'est mieux. Enfin, ils vont se convaincre eux-mêmes, c'est ça ce qu'on voit. Et je pense pour ça qu'en France, il nous faut encore des magasins dans d'autres endroits aussi que juste dans les périphériques et autres. Sinon, on va un peu confirmer ce que tout le monde sait déjà. Oui, cette clientèle vient déjà chez nous. Mais de nouveau, comme j'ai dit, dans les pays plus matures, on voit que tout le monde fait ses courses. Aussi dans les études GfK, par exemple, c'est assez clair que tout et chacun s'y retrouve. Aussi, point d'entrée intéressant pour Action, c'est des jeunes. Ça commence avec les enfants, mais puis aussi les teenagers. Ils viennent chez nous parce qu'ils ont un budget limité. Ça leur fait plaisir. Ils retrouvent les produits qu'ils veulent. Et donc, je pense que comme ça, on peut rentrer aussi dans les habitudes des consommateurs futurs, même s'ils préfèrent aussi le online. On sait. Et par contre, on a bien vu avec les Wish ou les autres, et puis on peut commander quelque chose. Il faut attendre, pendant 7 semaines avant d'avoir le plaisir du produit. Chez nous, ils viennent, le produit est là, pas là, mais tu as le plaisir à l'instant également, ce qui est aussi un élément important apparemment pour nos clients.
Donc les prix bas, les pauvres en ont besoin et les riches adorent ça. Ça me rappelle quelqu'un. Exactement. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est super.